Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à l'omnibus Rome, le fameux, le très attendu, le légendaire omnibus Rome, enfin en version française, réédité après des décennies d'attente. Depuis que je suis enfant, depuis que je lis des comics et depuis qu'on a le moyen d'interagir avec les gens, que ce soit dans les courriers des lecteurs, des anciennes revues, sur les forums du début des années 2000 ou les réseaux sociaux de nos jours, les gens n'ont eu de cesse de réclamer le retour du légendaire Rome. Il faut dire que je suis passé totalement à côté, puisque quand c'est sorti en France, dans les pages des parutions Lug, dans Strange et compagnie, eh bien je ne lisais pas encore ça, et j'ai juste découvert La Légende Rome, une série qui, malgré les énormes censures de l'époque, a passionné, absolument passionné, des générations entières de lecteurs. Alors, est-ce que c'était parce que c'était révolutionnaire? Est-ce que c'était parce que à l'époque, l'offre n'était pas aussi pléthorique et que ça a fait rêver des générations de gamins? Eh bien, aujourd'hui, c'est assez difficile d'expliquer toutes les raisons qui font que cette série est devenue culte. Je sais juste qu'elle fait partie des meubles, elle fait partie des séries légendaires. Pendant des années, sa réédition n'a pas été possible. Il était de même avec les Micronauts, et parce que ces personnages appartiennent à Hasbro et qu'il a fallu un accord entre Marvel et Hasbro pour pouvoir rééditer en version originale et en version française, et certainement dans plein d'autres pays, cette série. Alors je ne sais pas si Rome est aussi connu en Espagne, en Italie ou en Allemagne, mais je sais qu'en France ça a marqué des lecteurs et que cette série, comme par exemple la Division Alpha, Alpha Flight, dessinée par John Byrne, fait partie des séries cultes en France, et qu'elles ne sont pas forcément cultes dans les autres pays, et que les autres maisons d'édition regardent toujours ça avec curiosité. Qu'importe, cette série est enfin arrivée, et donc je vais la découvrir avec vous, parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais été un lecteur de Rome, et je vais découvrir cette série avec vous. Elle est signée par Bill Mantlo et dessinée par notamment Sal Buscema. Alors, est-ce qu'on a déjà vu les crédits? Voilà. Avec des dessins aussi de Greg Larocque pour l'épisode de Power Man. Steven Grant est là également, et Joe Duffy pour l'épisode de Power Man. Mais les épisodes de ce robot, de ce Space Knight, de ce chevalier de l'espace, eh bien, sont l'œuvre de ces deux artistes, avec une couverture de Frank Miller. Je ne savais pas que c'était Frank Miller qui avait fait cette couverture. Vous voyez, j'en découvre tous les jours. Donc, nous sommes dans les années, ça a commencé en 1979, rendez-vous compte. Donc, Frank Miller faisait déjà des couvertures pour Marvel, et Sal Buscema était déjà donc dessinateur. Donc on reconnaît le style des années 70 Marvel, avec ses aplats, avec ses couleurs, avec ses Kirby Dots et ses Kirby Crackles. C'est véritablement un fruit, un produit de son époque, et avec toute la bienveillance qu'on retrouve dans ce que je dis, parce que moi j'ai une affection particulière pour ces époques-là, et pour ce dessin et ce côté créatif de l'époque. Al Milgrom fait la couverture du numéro 2, on connaît Al Milgrom encreur, ici il est dessinateur, on connaît aussi son style de peintre, et donc on découvre donc l'arrivée de ce personnage sur Terre, sorte de Terminator avant l'heure, mais avec une âme, un cœur, et évidemment un chemin de pensée bien différent de ce robot menaçant aux yeux rouges incarné par Schwarzenegger au cinéma. Donc Frank Miller sur cette couverture pour le numéro 3. On découvre évidemment ces aventures qui ont fait rêver des générations entières d'enfants. Alors je vous le disais tout à l'heure, la version française qu'on a eue dans les années 80, dans les pages de Strange, moi j'aimais bien les pin-ups qu'il faisait à la fin des pages. Al Milgrom qui fait cette couverture, et Rome qui combat Firefall. Ce comics a été totalement censuré. D'abord parce que c'était l'époque qui voulait ça. Et ensuite, parce que on faisait un peu ce qu'on voulait dans les années 80 en termes de dispatch. Donc, il y a des cases qui ont été redessinées. Ça, cette case, elle est mythique. Il y a donc des cases qui ont été totalement redessinées. Il y a des cases qui ont été supprimées. Et il y a des cases qui ont tout simplement été, des pages entières qui ont été coupées. Alors, je me suis amusé à regarder des vidéos quand ce comics est sorti en version originale, puisque ça fait quelques mois qu'il est sorti chez Marvel en version originale, en anglais. Je me suis amusé à regarder quelques vidéos pour voir les comparaisons, parce qu'il y a des gens qui se sont amusés à faire avant moi la comparaison, et je ne pourrais pas la faire parce que je n'ai pas les revues de l'époque. Il y a des choses hallucinantes, qui nous paraissent hallucinantes aujourd'hui,
couverture de Michael Golden. Des choses incroyables, c'est-à-dire qu'ils ont repris, alors je ne sais plus quel épisode c'est, parce que j'ai vu la vidéo il y a quelques mois maintenant. C'est comme si vous preniez l'épisode 6 et l'épisode 7, ça c'est très joli. Vous prenez l'épisode 6 et l'épisode 7, et vous prenez le début de l'épisode 6, et puis vous prenez le milieu de l'épisode 7 ou la fin de l'épisode 7, et puis vous les collez. Et bon, scénaristiquement, vous arrangez un peu les dialogues, les machins, ça passe. Et donc, du coup, ça fait passer des épisodes donc, de 2 fois 22 pages à 1 fois 22 pages. Parce qu'il fallait que ça rentre, et parce qu'il fallait que ça rentre dans le bouquin. Et donc, du coup, c'est ce qu'on a eu à l'époque. Morte elle, ça c'est joli, ça, c'est super chouette. C'est ce qu'on a eu à l'époque. On a eu des épisodes où ils sont allés chercher des pages de certains épisodes, Michael Golden toujours. Ils sont allés chercher des pages de différents numéros pour recomposer des épisodes. Alors, l'histoire devait être sans queue ni tête, clairement. Mais à l'époque, bon, on peut se dire que c'était pas forcément illogique, parce qu'on lisait ça avec un œil d'enfant. Et il y avait des ellipses, hein, il y avait des sauts dans le temps, des choses disant, bon, bah voilà, c'est pas exactement la suite, mais c'est comme ça que les auteurs ont voulu raconter cette histoire. Il y a des comics qui existent où quand on tourne la page, on dit, mais il s'est passé quoi? Parce que l'auteur ne sait pas écrire. Eh ben, un peu, à l'époque, on avait des comics où on ne comprenait pas ce qui se passait d'une page à l'autre parce que ça avait été redécoupé tout simplement. Donc c'est hyper rigolo comme anecdote, je trouve. Oh, le machin de cœur. Jack Offer, le Jack de cœur. Le Jack, c'est le... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est rigolo de voir ces personnages qui nous ont fait un peu rêver dans les années 80. Donc voilà, donc c'est vrai, je pense que le plaisir de lecture est double. Je pense qu'il faut le lire, parce que moi je parcours ces pages pour vous les montrer, et parce que c'est le principe de ces pages à pages. Mais je connais très très peu d'histoire, pour tout vous dire. Je ne sais pas vraiment ce que ça raconte, je ne connais pas vraiment les enjeux, et puis je n'ai pas d'attachement personnel comme je peux en avoir avec des séries avec lesquelles j'ai grandi, comme Les Nouveaux Mutants. Donc je suis assez curieux de savoir ce qui se passe. Donc en fait, je pense qu'il faut le lire. Et je pense qu'il y a 50% des gens qui vont prendre du plaisir à découvrir ces histoires et qui nous diront, bah, dites-nous si elles sont vraiment aussi légendaires, innovatrices, et si avec un œil aujourd'hui, parce que les gens qui ont lu ça dans les années 70, ils ont aujourd'hui 50 ans. Mais si vous avez 50 ans passés et si vous avez lu ça à l'époque, qu'est-ce qui vous a plu à l'époque? Dites-le nous. Et qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui? Est-ce que c'est la nostalgie de retrouver ces épisodes, ou est-ce que il y a vraiment des concepts révolutionnaires et des choses intéressantes en termes de storytelling, en termes d'histoire, en termes de concept, pour nous faire dire que c'est génial. En tout cas, graphiquement, c'est hyper intéressant. Et ce design un peu austère du personnage Rom, eh bien, est attachant. Voilà, moi je le trouve attachant, parce qu'il y a toujours un effet cosmique, et je trouve que graphiquement, c'est hyper intéressant. Une petite publicité pour She-Hulk, c'est drôle, parce qu'on a fait le page à page sur Radio Comics de She-Hulk en intégrale, hein, des épisodes des années 80. Ça, c'est génial graphiquement, ça, l'hybride. Voilà. Il y a un côté horreur, il y a un côté années 70, il y a un côté creepy, eerie. Puis bon, il y a les X-Men, donc quand il y a les X-Men, c'est toujours chouette. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous font dire que c'est un récit de qualité, et que en tout cas il y a du talent. Donc moi je le regarde pour le moment avec un œil assez admiratif et contemplatif par rapport au design et par rapport à ce type de plan avec ce robot qui vit, hein, clairement. Il a une âme, et je suis très curieux de découvrir tout ça, parce que j'étais trop jeune, hein, 79. J'avais 3 ans, et ça a dû arriver en France qu'en 81 ou 82. Autant vous dire que je lisais pas de comics, et autant vous dire que j'étais trop petit. Voilà, j'avais 5 ans ou 6 ans. C'est pas... voilà, je suis totalement passé à côté. Et comme ça a été indisponible pendant toutes ces années, eh ben, je n'ai jamais pu rattraper ça. Alors, donc c'est le premier omnibus. Le deuxième arrive très vite. Et il y en aura 3 en tout. Il y aura 3 omnibus. Alors aux États-Unis, ils ont un peu d'avance. Ils ont pu les avoir un peu avant, c'est normal, ça sort quasiment tout le temps aux États-Unis. Ça j'adore. Ça me fait vraiment penser à Sal Buscema sur Hulk, parce que je me souviens des épisodes de Hulk que je lisais, édités par Sage Édition, la Artema, comment ça s'appelle? Je vais me faire corriger dans les commentaires, mais c'est pas grave. Je me souviens de ces visages. Et ça, c'est l'épisode de Power Man, donc, qui n'est pas dessiné par... donc c'est Greg Lacocque, que je connais absolument pas, mais c'est très chouette. Il y a un côté de John Byrne, c'est très très beau ça, ce dessinateur. Pourquoi
il faut qu'il revienne, hein. Il faut qu'il revienne sur Power Man. Il doit plus être tout jeune, mais il dessinait super bien. Pourquoi j'ai jamais entendu parler de ce dessinateur? Il y a un côté John Byrne, il y a un côté super chouette. Voilà, donc Moon Knight avec son échelle, on ne sait pas à quoi elle est accrochée, enfin si à son vaisseau, mais c'est super drôle. Donc le crossover continue et il y a tout ce que les comics des années 70 et 80 ont produit de meilleur, puisque il y a ces scènes d'action incroyables, ces scénarios fous et ces histoires totalement folles. Vraiment, plaisir total en tout cas me concernant. Sur la partie graphique, maintenant, j'ai plus qu'à découvrir cela. Alors, c'est à lire évidemment avec un œil, parce qu'on n'écrivait pas les comics de la même façon dans les années 70 et 80 qu'aujourd'hui. Et ça peut paraître aujourd'hui un petit peu désuet à la lecture et un petit peu daté. Mais quand on lit ce genre de bouquin, il faut se remettre en mode années 80 avec ces histoires qui avaient peut-être moins d'enjeux. Et peut-être moins de sérieux, parce qu'aujourd'hui les comics ont tendance à se prendre un peu trop au sérieux. Il faut les lire avec un œil, avec son regard d'enfant. Il faut les lire avec ce regard et toute cette passion de ces auteurs qui ont sacrifié leur vie pour nous divertir. Un auteur comme Sal Buscema, il devait être payé 20 $ ou 30 $ la page, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte que ces gens-là ont créé des univers qui nous passionnent aujourd'hui, au prix de leur vie la plupart du temps, de leur santé et pour des clopinettes. Alors, personne ne les a obligés à faire ce métier, mais à l'époque, les conditions, vous le savez, n'étaient pas forcément les meilleures. Il faut respecter ça, voilà. Il faut honorer Galactus avec des nuages dedans. J'avais jamais vu, mais j'adore. C'est peut-être pour ça que l'idée des nuages, là, dans Fantastic Four 2, le film, que Galactus est un nuage. Team Story avait vu cette case et s'est dit, tiens, je vais en faire un nuage. J'adore Galactus. J'ai toujours aimé son design et j'ai hâte de le voir au cinéma dans le nouveau Fantastic Four qui sort en juillet 2025. Si vous regardez cette vidéo en septembre 2032, eh bien, vous aurez déjà vu le Galactus. Voilà, tout simplement. Et puis bonjour du futur. Bonjour, dites-nous ce qui s'est passé. Est-ce que les chars russes ont débarqué à Paris? À vous de nous le dire. Ça, c'est beau, ça. Les illus comme ça, les bonus. Hop, ça c'est une publicité. Ah, c'était une publicité pour les jouets Parker Brothers. From the Space Knight. Génial. Electric Action Toys. Ah, c'est la publicité pour le jouet. Alors c'était Parker. Mais maintenant ça appartient à Hasbro si je ne me trompe pas. Des pages au crayon, des pages ancrées. Il n'y a pas d'autres pubs de l'époque. C'est dommage. Et ce dessin de Georges Pérez, mythique. Le regretté Georges Pérez en 2013 pour l'édition américaine de l'Omnibus, qui date de 2013 aux États-Unis. Mon Dieu, ça a été réédité récemment en tout cas. Voilà pour ce qui est de ce magnifique page à page consacré à Rome, une série à découvrir chez votre libraire. Pensez à faire travailler votre libraire. Jeff Bezos n'a pas besoin de 70 € supplémentaires ce mois-ci. Par contre, votre libraire, ça lui fera plaisir. Voilà, les milliardaires n'ont pas besoin de plus d'argent, ils en ont déjà assez. Merci à vous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. J'ai du mal à parler, mais il est tard. Et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes très nombreux à vous abonner, merci. Vous êtes très nombreux sur Radio Comics. Et comme vous êtes nombreux, j'ai envie de vous en donner toujours plus. Merci à vous, merci à tous, salut.